C'était un soir de novembre, froid, sans vent, un de ces soirs où le silence pèse plus que la pluie. La lampe du salon diffusait une lumière jaune sur la table, et j'écoutais distraitement mon fils Pierre parler au téléphone, adossé au buffet. Sa voix était basse, contenue, presque coupable. « Oui, c'est signé, » dit-il enfin. « Non, elle ne sait pas encore, mais tout est réglé. » Ces 3 mots ont claqué dans l'air comme une gifle. Elle ne sait pas encore. Je ne savais pas quoi? Pierre m'a regardé une seconde, juste une seconde, puis a détourné les yeux vers la fenêtre. J'ai senti mon cœur battre dans mes tempes. « De quoi parles-tu, Pierre ?» Il a raccroché. Un silence lourd s'est installé entre nous. Puis, d'un ton faussement rassurant, « Maman, c'est réglé. Tu n'as plus à t'en occuper. » Je me suis raidie sur ma chaise. « Réglé? Tu veux dire vendu ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste pris une inspiration, comme un enfant sur le point d'avouer une bêtise irréparable. C'était mieux comme ça, tu sais. Pour te soulager. Tu ne pouvais plus t'en charger seul, avec tout ce qu'il y a à entretenir. Et puis, les prix sont bons en ce moment. Ces mots tombaient les uns après les autres, froids, alignés, propres, comme des pierres sur une tombe. Ma maison, Pierre? Ma maison? C'était la nôtre, maman. Tu m'avais donné procuration, tu te souviens? Je me suis levée si brusquement que ma chaise a grincé. J'ai posé mes mains sur la table pour ne pas tomber. Une procuration pour payer la taxe foncière, pas pour vendre. Il a haussé les épaules. C'est pareil, la banque a validé. Tout est légal. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai cessé de respirer. Sur la table à côté de lui, une clé brillait sous la lampe. La clé de la maison. Ma clé. Celle qui ouvrait la porte du jardin. Celle que mon mari René avait accrochée à un ruban de cuir. Pierre l'a prise, l'a tournée machinalement entre ses doigts. Je te la laisserai le temps que tu ranges tes affaires, bien sûr. L'acheteur prend possession en janvier. En janvier, ma gorge s'est serrée. J'ai regardé autour de moi les murs blanchis à la chaux, le fauteuil où René s'endormait après le repas, les cadres des filles, le buffet que j'avais ciré la veille. Tout me paraissait soudain étranger, déjà étiqueté, déjà parti. Tu aurais pu m'en parler, ai-je murmuré. Tu te serais braqué. Je voulais t'éviter un stress inutile. Un stress inutile. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. La colère m'a tenue droite. Je me suis approchée du buffet. Le dossier bleu où je rangeais les papiers de la maison n'y était plus. J'ai ouvert les tiroirs, un à un, vides. Même la copie du livret de famille avait disparu. Je me suis tournée vers lui. « Tu as pris mes papiers ?» Il fallait les transmettre au notaire, pour finaliser. Finaliser. Le mot m'a coupé net. Je me suis assise, lentement, pour ne pas tomber. À travers la fenêtre, la pluie commençait à tomber sur les feuilles mortes. Une goutte, puis une autre, puis 1000. Chaque bruit résonnait dans mon crâne. Dans la boîte aux lettres, tout à l'heure, j'avais remarqué plusieurs enveloppes à mon nom, déjà ouvertes. J'avais cru à une erreur. Maintenant, je comprenais. Depuis combien de temps préparait-il tout ça? Pierre s'est approché, a posé une main sur mon épaule. « Maman, écoute-moi. C'est pour ton bien. Tu n'as plus besoin d'une grande maison vide. Tu viendras chez nous. On t'aura près de nous. » Je me suis dégagée. « Chez vous? Pour que je signe ce qu'il reste ?» Il a reculé. J'ai vu dans ses yeux un mélange d'agacement et de peur. « Tu dramatises. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. » Je crois que je n'ai plus rien entendu après cette phrase. Le tic-tac de l'horloge a pris toute la place. J'ai regardé la clé sur la table, immobile, seule trace matérielle de ce qu'on venait de me voler. Je me suis levée, j'ai pris mon sac posé sur la chaise. À l'intérieur, mon carnet, celui où je notais tout, les recettes, les factures, les anniversaires. Je l'ai ouvert, d'une main qui tremblait à peine. Page blanche. J'ai écrit lentement, en majuscules. Vente sans mon accord à vérifier chez le notaire. Je me suis relue. Les mots semblaient secs, nets, presque calmes. Mais à l'intérieur, tout brûlait. Pierre me regardait faire, interdit. « Qu'est-ce que tu écris ?»« La vérité. » Je me suis dirigée vers la porte. Il a voulu me retenir, mais je me suis arrêtée sur le seuil, sans me retourner. « Tu as vendu la maison, Pierre. » Mais pas ma mémoire. Je suis sortie dans la nuit. La pluie m'a accueillie comme une amie fidèle. Chaque pas sur le trottoir résonnait dans ma tête. Vendu, vendu, vendu. Je n'avais plus de toit, mais j'avais encore mes preuves.
et un carnet. Sous la lueur du lampadaire, j'ai levé les yeux vers le ciel bas. Je me suis juré que cette histoire ne s'arrêterait pas là, pas cette fois. Quand j'ai repensé à cette maison, le soir même, seul dans ma chambre, ce n'était pas au mur ni au toit que je pensais. C'était à la lumière. Cette lumière douce de Saint Étienne, un peu pâle le matin, dorée l'après-midi, celle qui traversait les rideaux en dentelle que j'avais cousus moi-même et qui faisait danser la poussière sur le carrelage comme des paillettes tranquilles. J'avais 28 ans quand René et moi l'avons achetée. C'était en 1971. Une maison modeste coincée entre deux jardins, un peu bancale, mais solide. 3 pièces, un grenier, un petit jardin où poussaient un lilas et 2 rosiers. On avait signé devant le notaire avec les mains moites et les yeux pleins d'espoir. René avait dit « C'est pas grand, mais ce sera à nous, et nos enfants y courront pieds nus. » Il avait ce sourire qui donnait raison au monde entier. Les premières années furent dures, bien sûr. Les fins de mois rases, les factures surprises, les hivers trop froids pour un poêle aussi vieux que nous. Mais on tenait bon. René travaillait comme mécanicien, moi je faisais des ménages, et, le soir, je reprenais la couture. J'avais installé ma machine dans le coin de la cuisine, là où le carrelage était fendu. Pendant que René lisait le journal, je cousais des ourlets, des chemises d'ouvriers, des rideaux pour les voisines. C'est avec ces points-là, petits et réguliers, que j'ai tissé notre vie. Pierre est né un matin de février, sous la neige. Il hurlait déjà comme s'il avait quelque chose à dire au monde. 3 ans plus tard, Lucie est arrivée, douce, silencieuse, les yeux grands ouverts sur la vie. Elle avait cette manière de se blottir contre moi, comme si elle voulait écouter battre mon cœur. Je me souviens des dimanches d'été. René passait la tondeuse, Pierre courait dans le jardin avec un ballon, Lucie cueillait des pâquerettes qu'elle ramenait fièrement dans ses petites mains. Je faisais des gâteaux aux pommes, et l'odeur emplissait toute la maison. Le lilas derrière la clôture couvrait nos repas d'une ombre violette. C'était notre bonheur simple, solide, un bonheur sans témoin. Puis la vie, comme toujours, a posé son prix. René est tombé malade. Un cancer des poumons, trop vite, trop tôt. Il s'est éteint à 50 ans, dans notre chambre, un soir d'octobre. Je n'ai jamais oublié la dernière chose qu'il m'a dite. « Promets-moi de ne jamais vendre la maison. C'est elle qui te tiendra debout. » J'ai promis, et j'ai tenu parole. Les années suivantes, j'ai travaillé sans relâche pour payer les dernières traites. Couture le jour, ménage le soir. Je sortais du travail avec les doigts engourdis, mais quand je franchissais la porte de la maison, je respirais enfin. L'odeur du bois ciré, du linge propre, du jardin après la pluie, c'était ma récompense. Pierre et Lucie ont grandi. Pierre, toujours ambitieux, voulait monter à Lyon, disait-il. Il rêvait d'un autre monde, plus rapide, plus brillant. Lucie, elle, restait à la maison pour m'aider. Elle préparait le repas, arrosait les fleurs, rangeait la cave. 2 enfants, 2 tempéraments, 2 trajectoires. Quand Pierre a eu 20 ans, il m'a dit « Maman, tu devrais penser à revendre un jour. Une maison, c'est de l'argent immobilisé. » Je me souviens lui avoir répondu, sans colère, « Non, mon fils, une maison, c'est une mémoire posée sur des fondations. » L'argent, lui, s'envole. Il avait haussé les épaules. Il trouvait mes phrases romantiques, d'un autre temps. Il ne comprenait pas qu'on puisse aimer un lieu comme une personne. Lucie, elle, avait le cœur plus simple. Elle disait souvent, « Quand je rentre ici, j'ai l'impression de respirer mieux. » Et c'était vrai. Il y avait dans ces murs quelque chose qui apaisait. Les années ont passé. Pierre est devenu agent immobilier, ironie du sort. Il parlait maintenant avec des mots que je ne comprenais plus. Liquidité, rendement locatif, valeur de revente. Moi, je parlais encore de lilas, de carreaux propres et de soupe chaude. 2 langues, 2 mondes. Un jour, il est venu déjeuner. Il a regardé autour de lui, un peu condescendant. « Tu devrais au moins rénover, maman. C'est du gâchis de laisser ça se dégrader. » Dégrader ? Elle m'a tenu debout, cette maison. Il a ri. « Tu t'attaches trop aux choses. Il faut rationaliser le patrimoine. Rationaliser le patrimoine. » J'ai noté cette expression dans un coin de mon esprit, sans bien savoir pourquoi elle me blessait. C'était la première fissure. Après son départ, j'ai passé ma main sur le mur de la cuisine. Il y avait là, à hauteur d'épaule,
une trace de peinture un peu plus claire, l'endroit où René avait accroché notre premier calendrier. Je me suis promis de ne jamais y toucher. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, je revois tout. Les rideaux que j'avais cousus, la lumière du matin sur la table, les rires des enfants dans le jardin, le parfum du lilas. Cette maison, c'était plus qu'un toit. C'était ma dignité, ma mémoire, ma preuve d'existence. Et Pierre, mon propre fils, l'avait vendue sans même m'avertir. Mais je ne savais pas encore, à ce moment-là, qu'il avait en réalité déclenché quelque chose de plus grand que la colère. Il venait de réveiller la femme qui, jadis, avait tenu la maison seule, sans personne pour l'aider. Et cette femme-là, il ne la connaissait plus. Tout a commencé doucement, comme un courant d'air qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qui finit par faire claquer une porte. Pierre venait plus souvent, trop souvent. Il disait que c'était pour vérifier que tout allait bien, mais je sentais dans ses visites une forme d'inspection. Il entrait, regardait autour de lui, touchait les murs, notait des choses dans son téléphone. « Maman, il faut moderniser un peu tout ça. Tu ne peux pas vivre seule ici. Regarde les volets, regarde la toiture. C'est dangereux. » Je haussais les épaules. Ils ont tenu 40 ans, ils tiendront encore. Il soupirait, comme on soupire devant un enfant têtu. Tu ne veux pas comprendre. C'est trop grand pour toi. Et ces papiers, tu t'y perds. Laisse-moi gérer. J'ai voulu rire, mais sa voix n'était pas celle d'un fils inquiet. C'était celle d'un homme d'affaires qui voit une transaction mal optimisée. Un dimanche, il est venu avec un inconnu. C'est mon collègue, a-t-il dit. Il voulait juste jeter un coup d'œil. Un coup d'œil à quoi? À la maison. Par curiosité. Pour évaluer la valeur du bien. Le bien? Ce mot m'a glacé. Ma maison n'était donc plus un lieu, mais un bien, un chiffre sur une fiche. Ils ont fait le tour du jardin, ouvert les fenêtres, pris des photos sans même demander. J'ai suivi, muette, la main sur la rambarde. C'est orienté plein sud, disait l'autre. Et la parcelle fait combien? 320 mètres carrés, répondait Pierre, précis, détaché. Comme s'il ne parlait pas de l'endroit où il avait appris à marcher. Quand ils sont partis, j'ai retrouvé dans le couloir une feuille oubliée sur la console. En haut, il y avait écrit « Estimation, rue du Lilas ». Mon cœur s'est serré. Je l'ai plié et glissé dans mon carnet, sans un mot. Quelques jours plus tard, Pierre est revenu avec un sourire qu'il voulait rassurant. « Maman, j'ai besoin de ta signature pour la taxe foncière. C'est juste une formalité, tu sais. » Le papier était épais, le texte minuscule. Il pointait l'endroit où je devais signer, avec son stylo prêt. Là, c'est bon, j'ai signé. Par habitude, par confiance, par fatigue aussi. Il a rangé le document dans sa sacoche trop vite. À ce moment précis, j'ai ressenti un frisson. Pas de peur, mais d'instinct. Le lendemain, j'ai voulu vérifier la boîte aux lettres, plusieurs courriers à mon nom, ouverts, des lettres de la mairie, des relevés bancaires. C'est moi qui les ai récupérés, m'a dit Pierre, pour t'aider à faire le tri. Il parlait avec douceur, mais dans cette douceur, il y avait un contrôle que je n'avais jamais connu. Un soir, j'ai surpris une conversation. Il croyait que je dormais. Il parlait au téléphone, dans la cuisine. Oui, j'ai la main. C'est une formalité. La procuration est signée. On peut enclencher. Puis un silence. Non, elle ne s'en rendra pas compte. Elle ne s'en rendra pas compte. Je suis restée figée dans le couloir, le dos collé au mur. De quoi parlait-il? Qu'est-ce qu'on enclenchait? Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il m'entende respirer. Quand il a raccroché, il est venu me dire bonsoir, comme si de rien n'était. J'ai vu dans ses yeux une lueur d'impatience, un calcul que je ne lui connaissais pas. Ce soir-là, j'ai sorti mon carnet. J'ai noté, en petites lettres, presque invisibles, « Appel téléphonique, j'ai la main, à vérifier ». C'était ma manière de reprendre un peu de terrain. Les jours suivants, tout m'a paru différent. Les objets bougeaient, les papiers disparaissaient, les conversations se coupaient quand j'entrais dans la pièce. Pierre parlait souvent de simplifier les choses. Tu ne peux pas rester seul ici éternellement. On te trouvera quelque chose de plus simple, plus pratique. Je ne répondais pas. Je savais que dans sa bouche, simple voulait dire plus petit. Pratique voulait dire moins à toi. Je me surprenais à marcher dans la maison comme une étrangère. Je posais la main sur les meubles,
les portes, les rebords de fenêtres, comme pour en mémoriser la texture avant qu'on ne me les prenne. Une nuit, je me suis levée pour aller boire un verre d'eau. Dans le salon, la clé de la maison n'était plus sur son crochet. Je l'ai retrouvée dans le tiroir du buffet, rangée avec les papiers. Pierre avait réorganisé, disait-il. Alors j'ai compris, sans comprendre encore. Quelque chose était en train de se jouer, doucement, méthodiquement. Et moi, je sentais l'ombre grandir, patiente, derrière la tendresse apparente. Je n'avais pas de preuves. Seulement cette impression physique d'être observée, notée, dépossédée par étapes. Je me suis promis de ne plus rien signer sans relire. Et surtout, d'écrire chaque mot qu'on me disait. Parce qu'un jour, il faudrait que quelqu'un sache comment, sans cri ni menottes, on vole une maison en commençant par voler la confiance. C'était un jeudi matin. Un matin ordinaire, gris et silencieux, comme tous les matins depuis la mort de René. Le facteur avait déposé la pile de lettres sur le seuil. Publicité, facture, et une enveloppe plus lourde, épaisse, avec l'entête d'un cabinet notarial. Maître Lefranc, étude notariale, Saint-Étienne. Je me suis assise à la table, la lumière froide traversant les rideaux. J'ai décacheté l'enveloppe, pensant à une simple vérification d'impôt. Mais dès la première ligne, j'ai senti mon estomac se tordre. « Madame, nous vous informons de la cession effective du bien situé au 12 rue du Parc, intervenue le 8 novembre dernier, conformément au mandat signé par M. Pierre Durand, agissant en qualité de mandataire. » Je relisais les mots sans les comprendre. Le bien situé au 12 rue du Parc. C'était ma maison. La maison où j'avais élevé mes enfants, où René avait rendu son dernier souffle, où chaque pierre portait encore sa trace. Je me suis mise à lire plus lentement, espérant trouver une erreur. Nous vous invitons à retirer les effets personnels restants avant le 15 décembre, date de transfert de propriété. Transfert de propriété. Le mot m'a coupé net la respiration. Je suis restée là, le papier entre les doigts, les yeux fixés sur cette phrase, comme sur une blessure qu'on ne peut plus refermer. Puis j'ai vu, en bas, la signature du notaire et, juste au-dessus, le nom du vendeur, Pierre Durand. Mandataire. Pas fils, pas héritier. Mandataire. Je crois que j'ai compris à ce moment-là. D'un seul coup, comme une lumière crue qui s'allume sur un mensonge trop bien rangé, la procuration. Celle que j'avais signée pour régler les factures. C'est avec ça qu'il avait vendu la maison. Je me suis levée, chancelante. La pièce tournait autour de moi. J'ai posé la main sur la table pour ne pas tomber. La nappe en dentelle glissait sous mes doigts. Le tic-tac de l'horloge résonnait, impitoyable. Pierre avait tout organisé, tout prévu. Le dossier bleu disparu, les visites par curiosité, les lettres ouvertes. Chaque geste, chaque mot m'avait préparé à ce moment. Il avait vendu ma maison sans même me regarder dans les yeux. J'ai senti la honte me submerger avant la colère. Une honte d'avoir été naïve, confiante, aimante. Une honte de mère. Je me suis assise, lentement. J'ai repris la lettre, j'ai lu encore, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis, sans réfléchir, j'ai ouvert mon carnet. En haut de la page, j'ai écrit d'une main ferme. Faux, abus de confiance, preuve. Les lettres tremblaient un peu, mais leur sens, lui, était clair. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. Les larmes sont venues plus tard, dans la cuisine, quand j'ai vu le vieux torchon de René sur le crochet, celui qu'il utilisait pour s'essuyer les mains après le jardin. Ce torchon-là avait plus de mémoire que mon propre fils. Je me suis servi un verre d'eau, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le lilas du jardin avait perdu ses feuilles. Les branches nues semblaient pointer vers le ciel comme des doigts accusateurs. Tout autour, la maison respirait encore. Le parquet, les rideaux, les cadres, tout portait mon odeur, ma vie. Et dans quelques semaines, tout cela appartiendrait à un inconnu. Je me suis adossée au mur. Je pensais à René, à sa promesse. Ne la vends jamais, elle te tiendra debout. Et moi, j'avais laissé notre fils la vendre. Un rire nerveux m'a échappé, sec, amer. J'ai murmuré. Tu m'as volé ma maison, Pierre. Mais tu ne me voleras pas mon nom. Cette phrase m'a redonné un souffle. Ce n'était plus une plainte, c'était une décision. Je me suis levée, calmement. J'ai sorti de l'armoire le dossier où je rangeais encore les anciennes factures, le livret de famille, la copie de la procuration. J'ai relu ce papier. Autorise mon fils, Pierre Durand,
à procéder aux règlements administratifs et fiscaux liés à la maison. Pas un mot de plus. Rien sur la vente, rien sur la cession, rien qui puisse lui donner ce pouvoir. Je l'ai glissé dans une pochette transparente, avec la lettre du notaire. Puis j'ai ajouté une feuille blanche. En haut, j'ai écrit « Dossier, vérité ». Le soir même, j'ai appelé la mairie. Je souhaiterais connaître le notaire en charge de la transaction concernant le 12 rue du Parc. Ce sera Maître Lefranc, madame, répondit la voix au bout du fil. La vente est déjà enregistrée. Enregistrée? Le mot sonnait comme une condamnation. J'ai raccroché, et j'ai compris que désormais, il ne s'agissait plus seulement d'une maison. C'était une bataille de noms, de mémoire, de dignité. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet. À l'intérieur, mon alliance. Je l'ai passée à mon doigt. Elle me serrait un peu, mais cette pression m'a fait du bien. C'était le rappel d'un serment plus ancien, celui que j'avais fait à René et que j'avais oublié, ne jamais plier devant l'injustice. J'ai repris mon carnet, ajouté une ligne. Chercher notaire indépendant, signaler l'abus, déposer main courante si nécessaire. La peur s'est dissipée, remplacée par une lucidité glacée. Je n'étais plus une mère trahie. J'étais une femme qui allait se battre. Quand la nuit est tombée, j'ai rangé mes papiers, fermé la lampe et murmuré « D'accord, Pierre, tu as commencé cette histoire. C'est moi qui vais l'écrire. » Puis j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas rêvé de la maison, mais du bureau d'un notaire, d'une salle claire, d'un sceau rouge sur un papier. La justice, je ne la craignais plus. Je savais qu'elle aurait ma voix calme, posée, et cette fois, signée de ma main. Les nuits ont perdu le sommeil avant moi. Depuis la lettre du notaire, je me couche, mais je ne dors plus. Je m'étends, je ferme les yeux, et tout recommence. Les murs me renvoient les bruits de la journée, les mots de Pierre, la voix administrative de Maître Lefranc. Parfois, je crois entendre des pas dans le couloir, mais ce ne sont que les souvenirs qui tournent en rond. Une nuit, j'ai rallumé la lampe de chevet. La lumière jaune a réveillé la poussière. Sur la table, il y avait encore la lettre pliée, la pochette de documents, mon carnet. Je les ai regardés comme on regarde des objets étrangers, venus d'une autre vie. Je n'étais plus une mère. J'étais un dossier. Je suis descendue au salon. La pendule battait lentement, obstinée. Je me suis assise dans le fauteuil de René. Le coussin avait gardé la forme de son dos, comme un creux de mémoire. J'ai posé ma main sur l'accoudoir de bois. J'ai revu ce soir lointain où nous avions monté ensemble le mur de pierre du jardin. Il y avait du vent, des jurons, et ses mains à lui, pleines de ciment. Il riait. « Regarde, Jeanne, quand ce mur tiendra, tout tiendra avec. » Et tout avait tenu jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai parlé, à voix basse. « Tu vois, René, notre fils a vendu la maison comme on vend un vieux meuble. Il a mis un prix sur notre sueur. Le silence m'a répondu, mais je l'ai senti, là, quelque part. Son regard tranquille, sa façon de me dire « Tiens bon, ma vieille ». Alors j'ai prié, pas avec les mots du missel, non, avec ceux de la fatigue et du cœur. « Seigneur, donne-moi la clarté. » Pas la vengeance, la clarté. J'ai fermé les yeux, et une phrase m'a traversé comme un éclair. J'ai passé ma vie à obéir. Il est temps que je signe pour moi. Ces mots, je les ai notés aussitôt dans mon carnet. En dessous, j'ai ajouté « Ne rien attendre, agir ». Le lendemain, j'ai commencé à ranger les papiers. Chaque facture, chaque lettre, chaque reçu retrouvait sa place dans une chemise. C'était ma manière de respirer à nouveau. Pendant que je triais, quelqu'un a frappé à la porte. C'était ma voisine, Thérèse, celle de la maison d'en face. Une petite femme sèche, toujours coiffée comme à la mairie, ancienne clerc de notaire, retraitée depuis longtemps. Elle venait m'apporter des œufs. « Vous avez une sale mine, Jeanne, » dit-elle en posant son panier. « Je dors mal, Thérèse. Des histoires de papier. » Elle a souri tristement. « Des papiers, il n'y a que ça, aujourd'hui. Et souvent, c'est avec ça qu'on fait le mal. » Je l'ai invitée à s'asseoir. J'ai sorti la lettre du notaire. Elle a lu en silence, sans m'interrompre. Quand elle a relevé les yeux, j'ai vu dans son regard non pas la surprise, mais la lucidité. « C'est classique, » m'a-t-elle dit. « Très classique. On appelle ça un abus de procuration.
Il a profité de ta confiance. J'ai baissé la tête. Alors c'est fini? Je ne peux rien faire? Bien sûr que si. Il faut agir vite, mais calmement. Tu déposes une main courante pour signaler l'abus, et tu demandes la révocation de la procuration chez ton notaire. Après, tout se remettra en ordre. Elle a sorti un stylo de son sac, a noté les mots sur un morceau de papier, main courante révocation, notaire, indépendant. Elle m'a tendu la feuille. Ce sont tes 3 premières marches, Jeanne. Ne te presse pas, mais ne dors pas non plus. Quand elle est partie, j'ai gardé le papier entre mes doigts longtemps, comme un talisman. Je me suis remise à ma table, j'ai ouvert le carnet à la page du jour. J'y ai recopié ces 3 mots, puis j'ai ajouté une ligne, comme une promesse. Faire valoir le droit, sans hurler. Je me suis alors mise à préparer mon dossier, avec une minutie que je ne me connaissais pas. D'un côté, les copies, la lettre du notaire, la procuration, le livret de famille. De l'autre, les preuves, les dates, les phrases, les observations notées depuis des semaines. Chaque feuille ajoutée me redonnait un peu de souffle. Ce n'était pas une vengeance, c'était un retour à moi-même. Je ne savais pas encore comment ni quand, mais je sentais que la roue venait de bouger, imperceptiblement, dans le bon sens. La nuit suivante, j'ai dormi 4 heures d'affilée. Un exploit. Et au réveil, le soleil entrait dans la pièce, j'ai ouvert les fenêtres. L'air froid a pénétré la maison et j'ai eu l'impression qu'il la purifiait de tout le mensonge qui l'avait salie. Sur la table, la phrase du carnet brillait sous la lumière. J'ai passé ma vie à obéir. Il est temps que je signe pour moi. Je l'ai relu, doucement, comme une prière. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je n'étais plus seule. René, quelque part, devait sourire. Je suis entrée dans l'étude de Maître Perrin, avec la pochette sous le bras, comme on entre en confession. Le pas un peu tremblant, la volonté nette. Son bureau sentait le cuir et le vieux papier. Il avait sur son bureau une pile de dossiers attachés d'un élastique vert. Il m'a reçue assise, les mains jointes, sans me laisser m'apitoyer. « Madame Day, asseyez-vous » m'a-t-il dit, d'une voix dont la douceur avait quelque chose de tranchant. Je lui ai posé devant moi la lettre du notaire Lefranc, la copie de la procuration que j'avais signée pour les factures, et toutes les petites notes que j'avais griffonnées depuis des semaines. Il a pris chaque feuille, les a feuilletées comme on dépouille un arbre pour voir s'il est creux. À mesure qu'il lisait, son front se plissait, mais son visage restait calme. « Il y a bien un problème, madame, m'a-t-il dit enfin. La procuration que vous avez donnée est limitée aux actes de gestion courante, paiement, démarches administratives et fiscales, régularisation. Elle ne confère aucun pouvoir de disposition sur le bien lui-même. La vente, elle, suppose un acte authentique avec consentement clair du propriétaire, ou une procuration expresse et non ambiguë. » Ces mots avaient l'air d'une porte qu'on entr'ouvre. J'ai senti mon corps se redresser, comme si on venait de me rendre une partie de ma voix. Il a expliqué la procédure. Lettre recommandée au notaire vendeur pour demander la suspension de l'acte en raison d'un vice de consentement, demande d'annulation pour défaut de pouvoir du mandataire et, si nécessaire, saisine du juge des référés. Il a pris sa plume et, sous mes yeux, il a rédigé un courrier clair et formel adressé à Maître Lefranc. Suspension de la cession en l'attente de justificatif. Puis, d'un geste posé, il a ajouté une convocation adressée à Pierre pour qu'il vienne s'expliquer à son étude. J'ai signé, sans trembler cette fois, et il a glissé les lettres sous enveloppe. Il a joint une copie des pièces que je lui avais fournies et m'a conseillé de conserver l'original dans un lieu sûr. Agissez vite et proprement, madame. Le temps joue pour ceux qui se défendent avec méthode. Ensuite, il m'a recommandé une avocate, Maître Clément. Il m'a dit, elle est tenace et juste. J'ai pris rendez-vous le lendemain. Le cabinet de Maître Clément était plus moderne, mais l'air y avait la même gravité. Elle m'a reçu debout, m'a serré la main comme on scelle un accord, puis a déroulé le plan avec la précision d'une couturière. Mise en demeure à l'attention de l'acheteur et de l'agence immobilière, dépôt de plainte pour abus de faiblesse et faux usage de procuration, et demande d'inscription d'un incident sur le fichier immobilier si nécessaire pour empêcher un nouvel acte irrévocable. L'abus de faiblesse, madame, c'est l'exploitation d'une vulnérabilité âge, isolement,
Fatigue pour pousser quelqu'un à consentir à un acte qui lui est gravement préjudiciable. Le faux usage de procuration est la qualification pénale qui permettra de montrer que la signature de votre fils a été détournée de sa finalité. Nous avons des éléments, m'a-t-elle assuré d'un ton sec, la portée limitée de la procuration, l'absence de facture de travaux, les signatures différentes. Elle a préparé une mise en demeure, la formule était nette, professionnelle, exigence d'annulation de la cession, restitution des clefs, remise en état du bien si nécessaire, sous 48 heures, avec menace de procédure judiciaire en cas d'inexécution. Elle a imprimé, signé, tamponné. Nous avons envoyé les lettres en recommandé, avec avis de réception. J'ai gardé chaque reçu, chaque numéro de suivi. Pendant ces journées de rendez-vous et d'attente, je n'ai rien dit à personne. Je faisais des choses simples et décidées. J'ai ouvert un compte bancaire personnel, séparé du compte joint que Pierre utilisait ostensiblement pour faciliter les paiements. J'ai demandé à la banque des relevés sur les 6 derniers mois. J'ai fait des photocopies certifiées des documents importants et j'ai placé les originaux dans une enveloppe scellée, entre les draps, là où personne n'irait les chercher. Avec Maître Perrin, nous avons rédigé un nouveau testament. Ce n'était pas un geste de rancœur compulsive, mais un acte de soin. J'ai révisé mes dispositions, une part claire pour Lucie, et un legs particulier à Camille, la petite fille qui avait ces dernières années été présente et tendre. Pour celles qui n'ont pas trahi, ai-je murmuré en signant. J'ai nommé Maître Clément et une amie fidèle comme personne de confiance pour veiller à l'application des volontés. Chaque démarche était notée, datée, numérotée. Mon carnet s'est transformé en registre de marche, courrier envoyé, horaire, témoin. Je me suis surprise à trouver du plaisir dans cette précision, dans cette réorganisation minutieuse. C'était, d'une certaine façon, remettre de l'ordre dans ma propre histoire. Je n'ai élevé la voix devant personne. Ma stratégie n'était pas de briser, mais de réparer. Je ne cherchais pas la paille et le scandale. Je voulais la clarté, la restauration des droits. Avant de partir, alors que je rangeais mes affaires dans mon sac, j'ai senti la fatigue me prendre aux épaules. Je me suis appuyée un instant contre la porte du cabinet, puis j'ai souri, petit geste intérieur. J'ai dit doucement, pour moi plus que pour eux. Je ne me vengerai pas. Je vais rectifier. Le jour du rendez-vous, la pluie tombait finement sur les vitres de l'étude notariale. J'étais arrivée en avance, ma pochette grise serrée contre moi, celle qui contenait tout. La procuration, la copie de la lettre du notaire Lefranc, la main courante, la mise en demeure et le Nouveau Testament. Maître Perrin m'avait accueilli d'un signe de tête. Il m'avait dit d'une voix posée, « Gardez le calme. Aujourd'hui, c'est le droit qui parle, pas la colère. » Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Pierre est entré. Costume gris, cravate bien nouée, le visage tendu mais encore confiant. Il a lancé un rapide « Bonjour, maman », sans me regarder, puis s'est tourné vers le notaire. J'espère qu'on va pouvoir régler cette incompréhension. Maître Perrin n'a pas répondu. Il a ouvert le grand dossier posé devant lui, lentement, comme on déplie une scène. Le papier a crissé dans le silence. Nous allons d'abord reprendre les faits, a-t-il dit. Pierre s'est assis, un peu raide. Le notaire a sorti la copie de la procuration. Voici, Madame Duran, la procuration signée de votre main. Vous y autorisez votre fils à gérer certaines démarches administratives et fiscales liées à la maison. Rien n'indique qu'il puisse disposer du bien, ni en partie, ni en totalité. Vous confirmez? Oui, ai-je répondu. C'est exactement ce que j'ai signé. Il s'est tourné vers Pierre. Or, vous avez signé un acte de vente complet, en qualité de mandataire, sans autorisation de disposition. C'est un abus de pouvoir, monsieur. Pierre a blêmi, mais il a gardé son ton assuré. C'était pour son bien. Vous savez comment elle vit. Seule, fatiguée, dépassée. J'ai voulu anticiper, simplifier. J'ai levé les yeux vers lui. Mon bien, c'était ma maison. Pas ton excuse. Un silence est tombé. On entendait seulement la pluie sur les vitres et le froissement des papiers. Maître Perrin a poursuivi. Implacable. L'étude Lefranc a été informée de la plainte déposée par madame pour abus de faiblesse et usage de faux. J'ai ici le courrier de son avocate, Maître Clément, et la demande de suspension de la cession
déjà enregistré auprès du service foncier. Pierre a voulu protester. Ce n'est pas un faux. Elle m'avait donné tous les pouvoirs. Non, monsieur, a coupé le notaire. Elle vous avait donné sa confiance. Ce n'est pas la même chose. Pierre s'est affaissé dans son fauteuil. Ses doigts s'agitaient sur la table, nerveux. Je voyais sa mâchoire serrée, ce mélange de honte et de fierté blessée qu'il tenait mal. Le notaire a réuni les feuilles, en a fait un tas ordonné. Voici le protocole. La vente est suspendue, puis annulée pour vice de consentement. Le bien demeure la propriété pleine et entière de Madame Duran. L'étude Lefranc en sera informée dans la journée. Pierre a levé les yeux vers moi, pâle. Maman, tu exagères. Tout ça pour une maison? J'ai senti ma voix se poser d'elle-même, sans trembler. Non, Pierre, pas pour une maison. Pour ma parole. Il n'a rien répondu. Il a baissé les yeux, enfin. Maître Perrin m'a tendu le document à signer. La plume a glissé sans hésitation. J'ai écrit mon nom, lentement, avec la même précision que lorsque je signais les cahiers de mes enfants à l'école. À côté de moi, Pierre respirait fort, comme si chaque mot du notaire lui ôtait un peu d'air. Quand j'ai terminé, j'ai reposé la plume. Le notaire a apposé son sceau, puis a dit calmement « Voilà, Madame Durand. Votre droit de propriété est rétabli. » J'ai simplement hoché la tête. Pierre s'est levé brusquement. Sa chaise a raclé le sol. Il m'a lancé un regard perdu, presque enfantin. « Je voulais t'aider, maman. Tu le regretteras. » Je me suis levée à mon tour. « Peut-être, ai-je dit. Mais au moins cette fois, c'est moi qui ai signé. » Il a quitté la pièce sans se retourner. La porte s'est refermée, avec un bruit sec. Maître Perrin a rassemblé les papiers. « Je vous félicite, madame. Vous avez gardé la tête froide. Ce n'est pas courant. » Je lui ai souri faiblement. Le silence peut faire plus mal qu'un procès. En sortant de l'étude, la pluie avait cessé. L'air sentait la pierre mouillée et les feuilles brûlées. J'ai rangé la copie du document dans ma pochette, puis j'ai marché lentement vers la gare. Je ne ressentais ni triomphe ni vengeance, seulement une paix grave, lourde, lucide. Je savais qu'il m'avait trahi, mais la justice, cette fois, avait porté mon nom. Les jours qui ont suivi la confrontation chez le notaire ont eu le goût étrange d'un orage passé. Rien n'explosait plus, mais tout était lavé, à nu. Les masques tombaient les uns après les autres, sans bruit, sans drame, juste le poids du réel. Pierre n'avait pas supporté le coup. La nouvelle s'était répandue vite, dans une ville comme la nôtre, où chacun connaît les rumeurs avant même qu'elles ne soient vraies. L'agence immobilière avait reçu la notification d'annulation, et le mot avait circulé. La maison Duran, c'est une affaire bloquée. Le fils s'est trompé de papier. Les voisins chuchotaient, avec cette pitié polie qu'on réserve aux histoires trop familières. Je les entendais du jardin. « C'est triste quand même, » disait l'un. Vendre la maison de sa mère sans la prévenir, elle ne dit rien. Mais elle a dû en voir, la pauvre Jeanne, ajoutait une autre. Je ne disais rien, non. Je sortais arroser les rosiers, je saluais et je rentrais. Le silence était devenu ma plus belle armure. Pierre, lui, ne venait plus. Pas un appel, pas une lettre. J'ai appris par Lucie qu'il avait quitté la région pour se recentrer, selon ses mots. Hugo, son beau-fils, l'avait confronté. « On ne triche pas avec sa mère », lui aurait-il dit avant de couper tout contact. Même son propre fils ne voulait plus le voir. Lucie, ma douce Lucie, est revenue vers moi comme un oiseau blessé. Elle est arrivée un après-midi avec un bouquet de lilas, les mêmes que ceux du jardin, et des yeux pleins de honte. « Maman, je suis désolée », m'a-t-elle murmuré en entrant. Je lui ai serré la main sans parler. « Je n'ai jamais osé te dire à quel point il te méprisait », a-t-elle ajouté. « Il disait que tu étais d'une autre époque, que tu ne comprenais rien aux affaires. » Moi, je croyais qu'il exagérait. J'avais tort. Je l'ai regardé longuement, sans colère. « Ce n'est pas grave, ma fille. Ce qui compte, c'est que tu sois là. » Elle a pleuré en silence, la tête posée sur mon épaule. À cet instant, j'ai compris que, de tout ce désastre, quelque chose de pur renaissait. Une vérité simple. Quand les murs tombent, on voit enfin les cœurs. Pendant ce temps, l'affaire faisait son œuvre. Le notaire m'avait conseillé de tourner la page, régler, liquider, partir proprement. Alors, j'ai pris une décision, vendre la maison. Mais cette fois,
C'était moi qui signais. J'ai contacté Maître Perrin et nous avons préparé la vente, lentement, proprement, sans surprise ni ombre. L'acheteur était un jeune couple charmant, ému par l'histoire du lieu. Je leur ai montré le jardin, le lilas, la cuisine que j'avais repeinte seule à la mort de René. « On en prendra soin, madame », m'a dit la jeune femme. Je l'ai cru. Le jour de la signature, j'ai posé mon stylo sur l'acte avec un calme immense. Cette fois, c'était un adieu voulu, pas une expropriation. Je me suis accordé le droit de garder une part du prix assez pour vivre, mais pas pour me perdre. J'ai donné le reste à Lucie et une somme à Camille pour ses études. Je voulais que cet argent, né d'une trahison, redevienne propre par le geste. Les voisins sont venus me dire au revoir. Certains pleuraient, d'autres me glissaient des mots d'admiration. « Vous avez eu du courage, Jeanne? Vous avez bien fait de tenir tête ?» Je répondais simplement. Je n'ai pas crié. J'ai signé, c'est tout. Le jour du départ, j'ai refermé la porte une dernière fois. La clé a tourné sans bruit. Je me suis retournée. J'ai regardé la façade, les volets bleus, le lilas en fleurs. J'ai murmuré « Merci de m'avoir tenu debout ». Le taxi m'attendait. Dans ma valise, il n'y avait que le nécessaire. Quelques vêtements, mon carnet, le dossier de Maître Perrin et la photo de René posant devant le mur de pierre. Quand la voiture a quitté la rue du Parc, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Une vieille femme fatiguée, mais droite, les yeux clairs. Pas une victime, non. Une femme qui s'était rendue justice sans élever la voix. Pierre, quelque part, devait lire les journaux. Peut être honteux, peut être pas. Mais cela n'avait plus d'importance. Je n'attendais ni excuse, ni réconciliation. Je quittais la ville avec la tête haute, le cœur léger et l'étrange sérénité de celles qui ont tout perdu sauf leur nom. J'ai posé mes valises à Annecy un matin de printemps. Le train avait longé les montagnes encore striées de neige, et quand je suis sortie de la gare, l'air avait ce goût de propre, d'eau claire et de bois mouillé. C'était la première fois depuis longtemps que je respirais, sans penser à ce qu'on m'avait pris. Mon nouvel appartement donnait sur un petit square, à 10 minutes du lac. 2 pièces, une kitchenette, une grande fenêtre où la lumière entrait sans frapper. Je n'avais pas besoin de plus. Les premiers jours, j'ai marché beaucoup. Je descendais jusqu'aux berges, je m'asseyais sur un banc, je regardais les voiliers glisser lentement sur l'eau turquoise. Les montagnes fermaient le paysage comme une promesse. Ici, plus personne ne te prendra ton toit. Je me suis vite construit une routine, simple et douce. Le matin, je reprenais la couture, par habitude, par goût aussi. Une voisine m'avait parlé d'un petit atelier où l'on réparait des vêtements pour les familles du quartier. J'y ai apporté ma machine à coudre et mes lunettes. Les doigts retrouvaient leurs gestes d'autrefois, précis, réguliers. Chaque ourlet refait me donnait l'impression de recoudre un morceau de ma vie. L'après-midi, je lisais. Les livres m'avaient manqué. Je m'étais réinscrite à la bibliothèque municipale et chaque semaine, je ramenais un roman et un recueil de poèmes. Les mots m'apaisaient, comme un fil silencieux reliant les jours entre eux. Parfois, je soulignais une phrase, j'en recopiais une autre dans mon carnet. C'est dans ce même carnet que j'ai écrit un soir, sans réfléchir. On m'a prise pour une vieille femme fatiguée. J'étais simplement en train de me préparer. Cette phrase m'a fait sourire. Oui, on m'avait sous-estimée. Et au fond, cela m'avait protégée. On ne se méfie pas de ceux qu'on croit éteints. Mais c'est dans le silence que j'avais retrouvé ma force. Lucie m'écrivait souvent. Des lettres pleines de douceur, de souvenirs partagés, de recettes anciennes. Elle m'envoyait parfois des photos de Camille, sa fille, qui grandissait vite. Camille m'avait aussi écrit, de son écriture ronde d'étudiante, « Mamie, j'ai lu ce que tu as fait. J'aimerais avoir ton courage. » Je lui ai répondu, « Le courage, ma chérie, ce n'est pas de crier. C'est de tenir la main ferme quand on signe. » Ces correspondances me tenaient compagnie. Elles étaient comme un fil invisible entre mon passé et ma nouvelle vie. Les soirs d'été, j'ouvrais les fenêtres. Le vent du lac entrait, frais, léger. On entendait au loin les rires des promeneurs, le clapotis régulier contre les berges. La paix n'était pas dans le silence total, elle était dans l'absence de peur. J'ai appris à vivre seule, sans me sentir seule, à préparer pour une personne sans tristesse, à mettre la table, à allumer la bougie du soir,
juste pour moi, à ne plus attendre personne. Un après-midi, j'ai décidé de ranger mes papiers, tous ceux que j'avais accumulés pendant ces mois de bataille. J'ai sorti la pochette grise, j'ai relu chaque courrier, chaque attestation, chaque signature. Rien ne me faisait trembler désormais. J'ai tout classé dans un grand classeur étiqueté « Affaires clôturées ». Puis, à côté, j'ai glissé une feuille blanche. En haut, j'ai écrit « Nouvelle vie ». En rangeant ainsi mes papiers, j'avais l'impression de ranger mes cicatrices. Il ne restait plus de colère, seulement une fatigue tranquille, celle qu'on ressent après avoir fini un travail difficile. Le soir même, j'ai repris mon carnet. J'y ai noté une phrase qui s'imposait d'elle-même. On ne pardonne pas pour effacer. On pardonne pour respirer. Je l'ai relu plusieurs fois, à voix basse. Pardonner, non pour Pierre, mais pour moi, pour que l'air circule à nouveau dans ma poitrine, pour ne pas devenir prisonnière de ce qu'on m'avait fait. Puis j'ai fermé le carnet, j'ai ouvert les volets. Le ciel se teignait d'orange sur les montagnes. Sur le lac, la lumière dansait, fragile, claire. Je me suis dit que, peut-être, la maison m'avait quittée pour que je retrouve plus grand qu'elle, la liberté de recommencer. Le soir tombait lentement sur Annecy. Le lac avait cette couleur d'argent qu'il prend à la fin du jour, quand la lumière hésite entre rester et s'éteindre. Dans mon petit appartement, tout était calme. J'avais éteint la radio, fermé les volets à moitié, gardé juste assez de clarté pour écrire encore un peu. Sur la table, mon carnet était ouvert, fidèle compagnon de ces années de tempête. La couverture était cornée, les pages gonflées par l'encre et les larmes anciennes. Je les feuilletais lentement, comme on tourne les pages d'une vie. Des dates, des adresses, des mots rageurs, puis des notes plus sereines, des pensées claires. Et tout au début, sur la première page, la phrase fondatrice « Pierre a vendu la maison sans me prévenir ». Je l'ai relue, sans trembler. Cette phrase n'avait plus de pouvoir sur moi. Elle n'était plus une blessure, seulement un souvenir, une preuve que j'avais existé dans la douleur et que j'en étais sortie droite. Je me suis penchée, j'ai pris mon stylo, et en dessous, d'une écriture ferme, j'ai ajouté. Je l'ai reprise. 2 mots. Mais tout y était, pas seulement la maison. Ma parole, ma dignité, mon nom. Je suis restée un moment à contempler cette phrase. Le silence de la pièce me semblait plein, non pas vide, mais habité. Dans ce silence, j'ai laissé monter le flot des pensées, celles qu'on n'a plus besoin de dire à personne. On m'a volé des briques, pas ma volonté. On m'a dépossédé d'un toit, pas de ma mémoire. J'ai traversé les papiers, la honte, la solitude, et j'ai appris qu'on peut rebâtir sa dignité sur les ruines du mensonge. Le silence peut aussi être une forme de justice. Je les ai prononcés à voix basse, comme un serment à soi-même. Les mots flottaient dans l'air, s'enroulaient autour de la lumière de la bougie. J'ai senti une paix profonde s'installer, une paix que je ne connaissais plus depuis des années. Je me suis levée, j'ai ouvert un instant la fenêtre. Le vent du lac entrait, chargé d'odeurs d'eau et de bois. En bas, quelques passants marchaient lentement, des voix d'enfants résonnaient. J'ai regardé les montagnes qui se découpaient à l'horizon, et j'ai pensé à René. Il m'avait souvent dit « Le courage, Jeanne, ce n'est pas de frapper. C'est de rester debout quand tout s'écroule. » Il aurait aimé me voir ainsi, tranquille, posée, vivante. Je lui ai murmuré « Tu vois, René, j'ai tenu parole. La maison, je ne l'ai pas gardée, mais je l'ai défendue. Et c'est presque la même chose. » Je suis retournée à ma table. Le carnet était toujours ouvert. La flamme de la bougie tremblait doucement. J'ai caressé la couverture du bout des doigts, comme on effleure la main d'un vieil ami. Tout ce que j'avais noté là, c'était ma reconstruction, brique après brique, preuve après preuve. Il n'y avait pas de vengeance, juste la vérité, écrite noir sur blanc. Je me suis dit qu'un jour, peut-être, Lucie ou Camille liraient ces pages. Qu'elles y trouveraient non pas une histoire de colère, mais une leçon de clarté. Parce que la justice, parfois, n'a pas besoin de robe noire ni de tribunaux. Elle commence par une phrase écrite dans un carnet, par une signature posée calmement, par une femme qui dit enfin non avec douceur. Dehors, la nuit s'installait vraiment. Le reflet des lampadaires se brisait sur l'eau. J'ai pris une grande respiration, celle qu'on prend avant de tourner une page ou de fermer un livre. J'ai soufflé sur la bougie. Une fine fumée s'est élevée,
s'est mêlée à la lumière du soir. Dans l'obscurité douce, j'ai refermé le carnet. Le cuir a craqué légèrement, comme un soupir de soulagement. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le lac brillait encore sous la lune. Une page se tournait, mais cette fois, vraiment. Et j'ai su que je pouvais m'endormir sans peur, car rien ni personne ne pourrait plus jamais me prendre ce que j'avais reconstruit. Ma paix. Oui, le silence, ce soir-là, avait enfin le goût d'une justice accomplie.